Alors je vous propose qu'on commence, comme ça nous évitera de dépasser, parce que je pense qu'à 10h30, tout le monde aura envie d'un petit café, n'est-ce pas? Donc bonjour à toutes et tous, nous sommes réunis en ce jour. Attendez, regarde, on va l'afficher tout de suite en fait. Hop, si on fait ça, voilà, parfait. Pour tenter d'apporter une ou plusieurs réponses à cette jolie question, faut-il être un accompagnant engagé pour accompagner les entrepreneurs de demain? Alors, pourquoi est-ce que nous avons imaginé cette problématique? On va vous refaire une toute petite introduction. L'entrepreneur est aujourd'hui, plus qu'hier, mais certainement bien moins que demain, l'objet de toutes les convoitises. Comme vous le savez, c'est votre quotidien. Alors, l'entrepreneur est convoité par qui? Les pouvoirs publics, bien évidemment, les collectivités territoriales. L'entrepreneur, c'est le moteur économique du territoire, mais c'est aussi un citoyen votant. Ne l'oublions pas. Parmi eux, on retrouve des publics parfois dits fragiles, les jeunes, les demandeurs d'emploi, les femmes, etc. Bref, autant de publics auprès desquels une action est à tenter, si possible, vers l'entrepreneuriat. Mais ce public est également convoité par nous, professionnels de l'accompagnement à l'entrepreneuriat. L'émergence, la créa, la reprise, le rebond, il y en a pour tout et tous. L'écosystème s'étoffe aujourd'hui du séjour d'émergence, puisqu'on a même des séjours d'émergence aux business angels, en passant par divers types d'incubation. L'entrepreneur client d'aujourd'hui est l'ancien bénéficiaire d'hier. Mais l'entrepreneur, finalement, dans tout ça, où est-il? Qui est-il? Qui est-il? Et puis peut-être qui est-elle, bien évidemment. Et que cherche-t-il? Que cherche-t-elle? Quelle différence entre l'entrepreneur d'hier, l'entrepreneur d'aujourd'hui, mais aussi et surtout l'entrepreneur de demain? Quelle différence entre les représentations sociales, sociétales et la réalité? Quels sont les défis pour nous, pour cet écosystème de l'accompagnement? Est-ce que nous devons faire évoluer nos offres encore et toujours? On l'a très bien vu hein, à travers les différentes thématiques présentées par Yann et Marie-Hélène hier. Entre le Procréa de 2008 et puis le Procréa de 2023, on se réinvente encore et toujours. Quels critères de choix pour l'entrepreneur? Ça faisait partie notamment des petites questions de l'icebreaking hier, c'est-à-dire est-ce qu'on sélectionne, est-ce qu'on sélectionne pas, et pourquoi, et comment, etc. Mais aussi bien entendu l'évolution des modèles économiques de l'accompagnement. Bref, tout un tas de questions qui nous poussent sans cesse à nous réinventer. Mais l'entrepreneur de demain, dans quel sens, comment devons-nous l'accompagner? Et cette notion d'engagement, où se situe-t-elle? Nous avons invité aujourd'hui pour tenter d'apporter des réponses, des invités de choix, que je vais laisser se présenter, en commençant par Stéphane Folliard. Il était allumé. Vas-y, appuie. Là, ça devrait marcher. Parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane Folliard, je suis enseignant-chercheur en entrepreneuriat à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Je suis également vice-président de cette université en charge de l'entrepreneuriat. Et donc, mon discours sera plus sur la nouvelle génération, celle que vous n'avez pas encore, qu'on a nous dans nos universités, et qui est pour le moment très entreprenante. Et pour refaire la publicité d'Entreprendre et Innover, je suis aussi rédacteur en chef adjoint de la revue. Merci Stéphane, je laisse la parole à Patricia. Bonjour, donc Patricia L'Excellent. Moi, j'ai le plaisir de diriger le réseau Initiative France, qui est un réseau donc, de financement et d'accompagnement qui est très ancré sur les territoires, avec plus de 200 associations locales, 770 points d'accueil. Et le métier, c'est de financer et d'accompagner gratuitement à la création. 2 tiers des entreprises, on accompagne 20 000 par an, 2 tiers en création et 1 tiers en reprise. Et l'ensemble est gratuit, donc très engagé. Merci beaucoup Patricia. Katia, normalement il est allumé, vas-y. Alors il l'était. On a tous le réflexe d'appuyer alors qu'il n'y a pas besoin. Ouais, si c'est bon. Bonjour à toutes et tous. Donc Katia Rossan, je suis responsable du service entrepreneuriat à la région Occitanie. Donc en charge à la fois du financement des structures d'accompagnement de l'écosystème, mais également de l'expertise des sollicitations financières des créateurs et des repreneurs d'entreprises. Voilà. Donc on est pas mal représentés là, je vois qu'il y a pas mal de personnes au niveau de... On est une petite équipe d'une quinzaine de
personnes, une petite tribu de créatifs rebelles qui essayons de garder voilà, le cap et de rester visionnaires et de réfléchir sur ces évolutions de profils de créateurs et repreneurs d'entreprises. Merci Katia. Et donc on termine par Frédéric. Oui, ne l'éteignez pas. Allô ? Ouais. C'est Katia. Bonjour, je suis Frédéric Olive, je suis le directeur de Cosens, incubateur d'entreprises à Marseille. Je suis aussi président de l'Union régionale des couveuses d'entreprises, administrateur du réseau national des couveuses et membre de la revue Entreprendre et Innover, dirigée et co-dirigée par l'excellent Stéphane Folliard. Cosens, j'aime bien le définir en disant qu'on accompagne ceux et celles qui veulent changer de vie en devenant entrepreneurs ou entrepreneuses. Et on accompagne aussi ceux et celles qui veulent transformer leur territoire, les collectivités, l'État, avec des outils comme de la couveuse, de l'incubation, un espace test agricole, un tiers-lieu en milieu rural, des espaces de coworking et de télétravail. Merci pour cette présentation tout à fait complète. Et donc moi-même, Marlène Hiver, je suis déléguée régionale pour l'Union des couveuses d'entreprises de la région Sud-PACA. Voilà, donc voisine et première édition de Procréa. Alors, donc, pour revenir à notre problématique, on a énoncé donc, finalement deux concepts clés sur lesquels on va se pencher aujourd'hui. Alors, les invités, notre équipe, on va tenter d'apporter des réponses au regard de l'expérience, de la connaissance, des structures, etc., des informations qui vont nous être données. Comme vous le constatez, on a fait le choix vraiment d'inviter des personnalités représentantes de cet écosystème, puisque nous avons un chercheur, une structure de financement, une collectivité et une structure d'accompagnement. Donc, ces personnes-là vont chacune discuter, avancer, débattre de ces deux notions principales qui sont l'engagement. Qu'est-ce que l'engagement ? Puisqu'aujourd'hui, et on l'a, je pense, un petit peu entendu hier, est devenu un terme à la fois très très à la mode, peut-être même qui petit à petit bascule dans cette catégorie, comme on l'a suggéré hier, la bienveillance, la résilience et d'autres types de mots aujourd'hui qui sont à la limite du concept marketing. Donc on va voir finalement ce qu'est l'engagement, et vous avez probablement chacun de vous, et à titre individuel, et dans votre structure, dans votre pratique professionnelle quotidienne, une notion de ce qu'est l'engagement. On ne va pas y apporter une définition, mais chacun va pouvoir présenter la sienne, mais aussi et surtout l'entrepreneur de demain, c'est-à-dire l'entrepreneur au centre évidemment de tout ça. Qu'est-ce qu'il pense lui ? Quelle est sa forme d'engagement ? Est-il engagé ? Je vais d'abord donner la parole donc à Stéphane Folliard, qui va commencer par nous dresser ce portrait de l'entrepreneur de demain. Bon, j'ai pas non plus de boule de cristal, hein, donc ça va être plutôt des réflexions à différents niveaux. Je dirais le premier niveau, c'est le niveau macro qui nous concerne tous. Et il y a des éléments aujourd'hui qui sont factuels et qui vont impacter, qui impactent déjà nos entrepreneurs et qui impacteront plus tard nos jeunes et donc l'entrepreneur de demain. C'est d'abord toutes les transitions, ce qu'on appelle les grandes transitions. Donc on parle bien entendu de transition écologique pour répondre aux problématiques de réchauffement et de dérèglement climatique. Mais c'est aussi d'autres transitions qui sont aussi la conséquence d'ailleurs, des transitions économiques, écologiques, sociales, sociétales. Et au niveau social, par exemple, on voit sur les nouvelles générations un rapport au travail qui change, un rapport à l'équilibre vie privée, vie professionnelle qui évolue. Pour vous donner, je vais essayer d'illustrer régulièrement avec ce que je connais de côté de mes étudiants. Quand je posais la question à mes étudiants qui veut être milliardaire il y a 4 ou 5 ans, j'avais la moitié de la salle qui levait la main. Je parle de cours d'entrepreneuriat. Hein. Cette année, j'ai un étudiant qui a levé la main. Bon, c'est un étudiant chinois qui veut partir, monter un business mondial, bref. Mais il y a un vrai changement. Le changement est extrêmement rapide. On est sur les 3 ou 4 dernières années. Donc on a des grandes transitions et on a aujourd'hui une nouvelle génération qui a envie de se saisir. Et c'est même plus qu'une envie. Il y a une vraie urgence, elle est prête à ces changements radicaux et on a dans leur projet des choses un petit peu différentes avec la question du sens est centrale, la question de l'authenticité est très importante dans les projets, la question aussi de l'immédiateté de leur impact. C'est-à-dire ils se voient pas, ils se projettent pas dans des carrières très longues, mais ils veulent avoir un impact tout de suite sur leur environnement, sur leur écosystème. Et c'est vrai que cette volonté d'entreprendre, aujourd'hui, elle
Elle est étayée aussi dans de nombreux rapports, dont se saisissent d'ailleurs nos jeunes. Hein. Le rapport du GIEC nous amène tous à des changements de comportement. Et dans le dernier rapport, c'est marqué, y compris pour les entrepreneurs. C'est-à-dire que ce changement commence à être de plus en plus important. Quand je dis que le changement est rapide, j'ai fait une expérience il y a 2 ans. Je suppose que vous avez entendu parler des étudiants déserteurs d'AgroParisTech. Complètement par hasard, je les ai rencontrés. Alors quand je dis complètement par hasard, c'est je discute avec un tiers-lieu, je suis de la région de Roanne, donc un tiers-lieu qui est juste à côté, en pleine campagne, et on discute de ces étudiants, il me dit je crois que je les reçois ce week-end. Et effectivement, il en recevait, sauf qu'ils n'étaient pas 5, ils étaient 80. Et j'ai demandé est-ce que je peux aller les voir, donc je suis allé boire le café avec eux, et ce que j'ai vu, c'est des étudiants extrêmement bien formés. AgroParisTech, c'est quand même l'une des meilleures écoles de France. Alors il n'y avait pas que, je ne veux pas stigmatiser cette école, hein. Il y avait aussi un polytechnicien, il y avait aussi d'autres ingénieurs, bref, des étudiants de très haut niveau, super bien formés, très bien élevés, polis, on a de très bons échanges. Le samedi, ils étaient en train de discuter de comment on peut améliorer les choses, avec des projets de biomasse, d'hydrogène, bref, le côté ingénieur qui leur va bien. Et j'y retourne le dimanche matin, et sur les tableaux, c'était plus la même chose, c'était un programme de lutte. Et c'était comment on bloque une autoroute. C'était là et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pas dans la nuit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, en tant qu'enseignant, qu'est-ce que j'ai pas vu venir? Là, il y a eu un vrai bouleversement. Comment on passe de ces étudiants bien formés à des gens qui veulent bloquer une autoroute? Et finalement, en réfléchissant, cette génération aujourd'hui, pleine de valeurs, qui recherche du sens, elle a 3 possibilités quand elle veut rentrer dans l'écosystème. Première possibilité, elle va s'asseoir sur ses valeurs et elle va respecter les règles. Et j'ai fait aussi quelques conférences aux États-Unis où c'est exactement ça. Leur leitmotiv, c'est play the game. On respecte les règles. Ça, c'est la première chose. Deuxième possibilité, ça va être les étudiants d'AgroParisTech. On va quitter le jeu. Et on va basculer dans un mouvement activiste et un mouvement qui peut être plus ou moins violent. Et la troisième possibilité, c'est celle qui m'intéresse et qu'on va essayer de développer aujourd'hui, c'est ceux qui vont essayer de changer le jeu de l'intérieur. Donc finalement, et ça peut être une discussion avec vous, moi qui m'intéresse, c'est quels sont les leviers, moi en termes d'éducation, sur quoi je peux agir, en termes de pédagogie, et qu'est-ce qu'on fait que ces jeunes vont réussir à s'armer pour avoir un discours, si je devais le résumer, c'est sens, valeur, immédiateté, par rapport à d'autres critères de l'environnement et des critères qui vous concernent aussi dans vos accompagnements. C'est vos Key Performance Indicators, critères économiques et financiers, business plan, rentabilité. Il y a quand même une dissonance entre les deux. Et je pense que moi j'aimerais que la discussion avec vous d'ailleurs aille sur ce terrain-là. Comment on fait pour relier les deux? Comment on fait pour... moi j'ai pas d'indicateur pour le sens. J'ai pas d'indicateur pour le développement personnel. Voilà. Je vais en arrêter là parce que sinon on n'ira pas à la plage. Merci Stéphane. Surtout que je pense que tu viendras glisser quelques informations tout au long de la discussion. Donc maintenant j'ai envie de passer la parole à vous trois, hein, Patricia, Katia, Frédéric. Au moins sur, je dirais, le premier étage de la fusée. J'ai peut-être un peu trop fumé, voilà, de la fusée. Elle est bien, hein? Ouais, c'est comme ça. Cet entrepreneur de demain, vous le voyez? Vous le voyez tel que décrit par Stéphane? Alors, lui parle spécifiquement des universitaires, des étudiants, pardon. Mais vous, je dirais presque dans vos jeunes, ou peut-être pas d'ailleurs, jeunes entrepreneurs, comment vous les percevez, ces entrepreneurs de demain? Et je vois que Frédéric a déjà le micro à la main, donc allez, c'est parti. Alors j'ai envie de lever, d'abord je crois qu'il y a un piège dans la question, l'entrepreneur de demain, qui pourrait nous laisser penser qu'on a encore un petit peu de temps pour pouvoir réfléchir à l'accompagnement qu'on peut leur proposer. Et je crois que l'entrepreneur de demain est l'entrepreneur déjà d'aujourd'hui et peut-être celui d'hier. Et que déjà, il me semble que l'écosystème est déjà un peu, comme sur d'autres choses, un peu à la traîne et à la remorque. Donc là, de lever ce doute-là. Sur l'entrepreneur de demain, je vais laisser mes collègues intervenir, mais j'avais envie de dire d'abord que cet entrepreneur, on est passé de l'usager au bénéficiaire et aujourd'hui, c'est un entrepreneur client. Et donc cet entrepreneur ou cette entrepreneuse cliente se conduit comme un consommateur qui achète une prestation
et là je me mets dans les pas de Stéphane, je ne vois pas pourquoi les structures d'accompagnement aujourd'hui échapperaient à la dynamique globale qui fait sens dans nos sociétés, d'un consommateur qui est en quête de sens, de valeur et de prestations de produits et de services qui soient porteuses d'un certain nombre de choses. Et donc aujourd'hui, nos entrepreneurs de demain ou d'aujourd'hui sont ces entrepreneurs qui vont acheter une prestation de service ou un accompagnement qui soit raccord aussi avec leur système de valeurs. Et on pourrait rajouter aussi que acheter une prestation d'accompagnement, alors je dis volontairement acheter ou choisir une structure d'accompagnement pour son projet, n'est pas anodin pour un porteur ou une porteuse de projet. C'est souvent un point de bascule dans sa vie. Il y a un avant et un après. C'est le moment où je deviens entrepreneur. Donc c'est un choix mûrement réfléchi. Donc choisir une structure d'accompagnement, c'est choisir de mettre son projet tant rêvé, tant patienté dans les mains d'une structure, et il vaut mieux que cette structure soit raccord avec ma vision de la société ou du monde que je veux construire. Merci Frédéric. Je me permets juste de faire une petite transition avec ce que disait Patricia tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que là, quand tu parles d'acheter une prestation, on est sur quelque chose de symbolique, bien évidemment, puisque certaines prestations sont gratuites, comme par exemple le disait Patricia tout à l'heure. Donc, encore gratuite en tout cas, voilà. Mais en tout cas, voilà, cette notion d'achat, finalement, c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui, je dirais, dans le langage aussi entrepreneurial. Quand on fait du bénévolat, on achète une prestation de bénévolat à telle ou telle structure, quoi. Donc Patricia, est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce point ? Alors, par rapport à la présentation que Stéphane en a faite, moi je dirais, donc nous, sur les 20 000 entrepreneurs qu'on accompagne chaque année, il y en a toujours eu, et de plus en plus, c'est vrai, une partie qui va finalement, où la motivation de créer son entreprise, elle est pour résoudre un enjeu social, sociétal ou environnemental. Donc ça, on en a déjà, je dirais que c'est peut-être à 10%, la proportion augmente, et dans le réseau Initiative, c'est ceux qu'on va pouvoir très rapidement labelliser, par exemple, Initiative Remarquable. C'est pour faire ressortir justement leur impact particulier, soit sur un territoire, soit en matière sociale, environnementale ou sociétale. Donc ceux-là, voilà, ils existent, il y en a de plus en plus, et on les connaît. Par contre, moi j'ai été très frappée sur notre dernière enquête entrepreneur qu'on a fait en décembre dernier. Et on a posé la question sur la prise en compte de l'impact global de l'entreprise à tous les entrepreneurs. Et là, on a les 2/3 cette année qui répondent que l'impact environnemental, social ou sociétal de leur projet est aussi important que l'impact économique et que la réussite économique. Et sur les 2/3, il y en a 39% qui nous disent, et justement, on vous demande de nous accompagner, de nous former, et 34% nous disent, aidez-nous à savoir comment est-ce qu'on peut mieux mesurer nos impacts et progresser. Donc du coup, ça interpelle quand même, parce que ça veut dire qu'on a un enjeu global dans le réseau de se dire comment on va accueillir et accompagner ces entrepreneurs-là. Donc pour répondre à ta question, oui, de plus en plus, ils sont là, et il faut qu'on adresse une nouvelle réponse, une nouvelle offre de service, mais c'est pas sans poser la question de est-ce qu'on est légitime pour le faire. Donc il faut qu'on lève cette première question. Comment on se forme? Et finalement, c'est aussi du temps, un accompagnement sur ces sujets-là. Donc voilà, ça soulève plein de questions. Voilà, après on parlera comment est-ce qu'on a commencé à y répondre. Mais oui, je pense qu'on n'a plus le choix aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on se pose la question de comment est-ce qu'on sensibilise et on accompagne au progrès ces entrepreneurs, parce que c'est une demande de leur part, sinon on va les perdre en fait. Merci Patricia. Et donc dans le comment on fait ça, il y a forcément, tu me vois arriver avec mes petits sabots, comment se positionne une collectivité, en l'occurrence comme la région Occitanie, sur ce sujet-là, quoi. Comme toutes les collectivités ont adressé en fait le constat qui vient d'être fait, et on raisonne beaucoup, puisque je rappelle qu'en tant que collectivité et financeur, nous gérons de l'argent public, et donc nous menons un certain nombre de politiques d'évaluation de ces mêmes politiques publiques, et en fait on s'est aperçu
dans le cadre des réflexions que toutes les régions menaient pour mettre en place leurs nouveaux schémas régionaux, qu'effectivement, avant même de se projeter sur l'entrepreneur de demain, une meilleure connaissance de l'entrepreneur d'aujourd'hui et de ceux que la région avait déjà aidés permettait effectivement de se mettre en ordre de marche à la fois vis-à-vis de l'écosystème et vis-à-vis de ses créateurs-repreneurs pour essayer de faire évoluer nos dispositifs et nos outils financiers. On a fait une petite étude là sur les 2 dernières années, en tout cas de 2018 à 2020, on avait financé la région en aide directe, soit sur la création ou l'accompagnement de start-up ou la reprise d'entreprises sur tout type de secteur d'activité, 1500 entreprises, donc ça fait quand même un joli échantillon. Et sur ces 1500, effectivement, ont dressé ce même constat que plus de 50% d'entre elles avaient un projet soit d'offre de services ou de produits à impact, que ça soit environnemental, sociétal, de gouvernance ou autre. Par exemple, sur les projets de reprise, on s'est aperçu quand même que quasiment près de 28% d'entre eux étaient portés via une reprise par les salariés, ce qui est bien au-delà de la moyenne nationale. On avait aussi une augmentation très significative des reprises par les jeunes, notamment issus de l'apprentissage, donc c'était quand même intéressant, et quelque chose auquel, alors qui correspond assez bien à notre territoire, mais plus d'un quart des projets qui avaient été financés étaient des projets à impact territorial, c'est-à-dire sur des zones où la reprise, il y a des freins constitués et constitutifs qui sont, que ce soit en zone rurale, de montagne ou en QPV. Et on a fait ce même constat sur un échantillon plus restreint, mais qui est voilà, très captif, en tout cas pour les collectivités que sont les start-up. Et là-dessus, aussi, plus de 53% des projets avaient proposé une offre de produits ou de services à impact. Et encore une fois, que ça soit environnemental ou sociétal, l'idée étant vraiment de porter une offre de services destinée à améliorer l'accès à la culture, à améliorer la mobilité, à améliorer l'accès au logement. Voilà. Donc c'est un constat qui a été dressé par la collectivité qui nous a effectivement permis de réfléchir ensuite à comment on allait accompagner et avec qui on allait accompagner ces entrepreneurs d'aujourd'hui. Très bien, merci Katia. Donc la première chose peut-être à retenir visiblement de ce premier tour, c'est que incontestablement, tous les quatre, vous êtes d'accord pour dire que l'entrepreneur de demain a déjà, je dirais, peut-être pointé le bout de son nez, les chiffres le montrent. Ça sera peut-être intéressant après de croiser avec vos retours, vos témoignages, ce que vous vivez au quotidien. Je me permets de mettre une petite question dans un coin, ce serait sympa d'y revenir plus tard, c'est finalement, que fait-on, où sont, comment gérer des entrepreneurs non engagés ? Parce que c'est aussi une question qui parfois apparaît. On l'a déjà débattu avec certains réseaux. Demain, une jeune fille qui veut développer son activité, parce que je vous parle d'un cas concret, dans l'esthétisme et qui n'a absolument pas du tout envie de réfléchir à son impact, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on considère cette question-là ? Mais on reviendra là-dessus plus tard. Donc là, on est tous d'accord pour dire que visiblement, l'entrepreneur de demain dès aujourd'hui, est engagé. Mais cette question d'engagement, elle est quand même assez large. C'est ce que je disais en introduction. Vous avez peut-être tous individuellement une idée de ce que veut dire l'engagement, mais pour vous, qu'est-ce qu'il signifie pour notre écosystème ? Moi, ce matin, je me suis donné un petit exercice très très simple. Je suis allée regarder la définition en fait, de ce que veut dire engagement dans le Larousse. Un réflexe de CP. Alors, la définition de l'engagement, c'est acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on refasse un petit tour de table pour que chacun de vous, au regard de son expérience, nous dise quelle est la définition de l'engagement pour laquelle, je dirais, vous avancez avec vos structures et peut-être les engagements, en tout cas, qui sont manifestés par les entrepreneurs, quoi. Stéphane, l'engagement ? En fait, l'engagement, c'est aussi un terme. Il y a une définition du Larousse qui est très bien.
mais c'est aussi un terme polysémique, polymorphe, qui va répondre, si on demande les notions d'engagement à un étudiant, à un jeune, et si on demande à moi par exemple, en tant qu'élu dans une université, on n'aura pas la même idée, on n'aura pas la même vision de cette notion, et on n'aura surtout pas la même urgence liée à cet engagement. D'un point de vue... je vais prendre une casquette de chercheur. Moi, je l'analyserai à au moins 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de l'individu. Et c'est vraiment cette idée, si je dois accompagner cet engagement, je vais accompagner l'action. Accompagner l'action d'un jeune qui a un projet... la notion d'impact est également polymorphe et polysémique chez eux. L'idée, c'est que l'impact soit bien entendu territorial, soit social, mais ils aimeraient aussi que cet impact permette de sauver la planète. Donc là, on change complètement d'échelle. Donc il y a ce niveau individuel qui est très important à comprendre. Elle n'est pas dans la salle, mais Laetitia Gabet-Mariani, qui est présente, a fait une excellente thèse sur l'engagement étudiant. Vous irez voir ces différentes phases. Et puis il y a aussi l'engagement, comment on fait boule de neige avec ça? Comment cette action individuelle devient un petit peu plus collective? C'est ce que Durkheim appelle l'effervescence collective. Comment on passe de l'activiste dont je parlais tout à l'heure à quelque chose d'un petit peu plus collectif, d'un petit peu plus commun. Et pour répondre à la question sur l'esthéticienne, c'est ça? Aujourd'hui, c'est ça la norme. La norme, quand on va voir un banquier, on a des critères particuliers, esthétiques, parfaits, EBE, il est bon, c'est financé. Il y a 0 social, il y a 0 impact écologique, et aujourd'hui ça marche très bien. Dans l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait la question, on se la posera quand ce sera l'inverse. Quand, en allant voir un banquier, le banquier va dire « mais il est où votre impact ?» Et là, ça voudrait dire qu'on a complètement basculé. Hein. On est peut-être un peu loin là. Mais pour répondre très concrètement à ta question, ce que je trouve très important, et moi j'ai complètement changé ma pédagogie depuis cette rencontre avec les étudiants d'AgroParisTech, c'est d'abord j'accompagne leur engagement. Ensuite, j'accompagne leurs actions. Et je repars d'un questionnement que j'ai beaucoup discuté avec l'ancien grand témoin de Procréa, Jean Bibot, c'est quel est le sens de tout ça? Ce qu'il appelle l'étoile du Nord. C'est qu'est-ce qui fait que le jeune va se lever tous les matins? Ensuite, on peut monter un projet entrepreneurial à partir de ça. Mais c'est d'abord partir de cette volonté d'engagement. Ensuite, on lui donne du concret. Et non pas utilisation d'outils à la mode, on va faire un Lean Startup, tu vas me faire un business plan, tu vas me faire un elevator pitch, mais surtout sois original. Donc ça veut dire que là, en résumé, on est vraiment sur une perspective de résultat et nécessairement les moyens seront à mettre en place bien par vous 3, finalement. Donc l'engagement, j'irais pour vous au quotidien, c'est quoi? Quel type d'engagement? Vos entrepreneurs, ils s'engagent pour qui, pourquoi, comment? Et vous, vos structures, que font-elles? Je crois comme beaucoup ici, quand j'ai vu cette question, j'ai relié un peu rapidement la notion d'engagement à la notion de transition écologique. Et je dis rapidement, presque de manière un peu réductrice. Je me suis dit, tiens, ma structure, et là je vais prendre ma casquette de directeur, ma structure, elle doit parler aujourd'hui de développement durable et de transition écologique. Mais ma structure, elle doit parler aussi d'entrepreneuriat. Mais ma structure, elle doit parler aussi d'innovation. Mais ma structure, elle doit parler de prospection commerciale. Et je me suis dit, tiens, sur tous ces sujets, tous ces bons conseils qu'on donne aux entrepreneurs, est-ce qu'on se les applique à nous-mêmes? Alors, bon, en appelant finalement trois notions, ça appelle 3 notions, la question de l'alignement. Est-ce que ma structure est alignée entre ce qu'elle dit et la manière dont elle vit les choses? Stéphane parlait du changement du rapport au travail. Je suis directeur d'une structure qui fait du coworking, du télétravail. Comment moi je fais du coworking et du télétravail? Comment je me l'applique à moi-même pour être aligné et pour aller sur 2 mots qui sont très utilisés dans les milieux du conseil, comment je suis congruent et cohérent. Et finalement, quand on mixe les 3, au bout du bout, comment je suis légitime pour parler de ces questions-là. En appelant une locution latine que je viens apporter tous les 2 ans dans Procréa, qui est « Patere legem quam fecisti », souffre la loi dont tu es le maître. On dit tous les jours un certain nombre de choses aux porteurs de projets, mais comment la structure se les applique à elle-même pour créer sa légitimité, sa crédibilité. Alors on pourrait se dire, on est entre nous, c'est une discussion d'experts, c'est sympa, mais on couple un peu les cheveux en 4. Cette question-là, elle me paraît essentielle, au moins pour 2 enjeux auxquels font face les structures. Le premier enjeu, on en a parlé ici, c'est la
l'enjeu, pour ne pas dire la bataille du sourcing. La bataille du sourcing, elle est engagée entre nous, chers collègues, chers amis, chers compétiteurs. Et quand je dis la bataille du sourcing, peut-être que cette question de l'alignement, de la légitimité, elle devra nous permettre de répondre à ces enjeux de sourcing et cette bataille du sourcing des entrepreneurs. Alors, pardon, voilà Fred, sourcing uniquement entrepreneur. Là, tu ne comprends pas les salariés dedans. Alors, attends. Premier enjeu, la bataille du sourcing des entrepreneurs. Et alors là, il y a un mot qui m'a fait tilt chez Stéphane, authenticité. Peut-être que cette quête de l'alignement, de la légitimité, doit servir la structure en authenticité et au bout du bout, permettre peut-être une meilleure connexion au public qu'elle veut adresser. La deuxième bataille ou deuxième enjeu, on en parlait ici avec Philippe Rajosefa il y a 2 ans, c'est comment attirer nos moutons à 5 pattes, nos chers accompagnants qui font tous les métiers dans une structure. Peut-être que là aussi, la question de l'authenticité de la structure, de la légitimité, de l'alignement doit permettre de rendre plus attractives les structures que nous sommes, de pouvoir mieux recruter les collaborateurs et les collaboratrices et peut-être de mieux les fidéliser. Ça renvoie à une thématique qui est la symétrie des intentions. Finalement, ce qu'on veut pour les entrepreneurs, on veut déployer un certain nombre de choses pour les entrepreneurs, mais comment on peut se les appliquer à nous-mêmes pour aller vers cette authenticité dont parle Stéphane et peut-être de répondre mieux aux enjeux des entrepreneurs alors d'aujourd'hui, de demain ou d'après-demain. Et je ne parle même pas de la bataille du dialogue avec nos financeurs publics qui peut-être eux aussi seraient plutôt plus enclins à aller vers des structures qui sont alignées entre ce qu'elles disent et ce qu'elles font plutôt qui remplissent les cases des principes transverses du FSE+, ou d'un certain nombre de critères qu'il faut avoir pour échapper à l'éco-conditionnalité des aides. Merci Frédéric. C'est dommage d'ailleurs, on n'a jamais de représentant du FSE dans ce genre de rendez-vous, c'est étonnant. Donc Katia, pour toi, l'engagement, qu'est-ce que ça signifie? Comment tu le vois, comment tu le perçois au quotidien? En fait, on s'est posé exactement les mêmes questions, à la fois par rapport à une approche comme on le faisait sur des critères, on va dire, plus économiques. On valide la capacité entrepreneuriale du porteur, ensuite on valide le business plan. Là, l'idée, effectivement, c'est de commencer à faire évoluer ces indicateurs et ces évaluations, toujours en restant centré à la fois sur le porteur et sur le projet, mais effectivement, en essayant de valider, se pose la question de savoir ceux qui ne sont pas porteurs de sens, comment on fait pour continuer à les accompagner. Est-ce que, effectivement, le créateur ou le repreneur que j'ai en face, il souhaite que son projet soit porteur de sens et de valeur, au-delà de sa capacité entrepreneuriale, est-ce que sa quête de sens est alignée avec celle portée par la collectivité régionale? Et de la même façon, est-ce que son projet d'activité, d'offre de services ou de produits va également s'inscrire dans un projet à impact? Et du coup, on a quand même une approche de l'engagement qui va au-delà du seul engagement, par exemple, en faveur de la transition écologique. Un projet engagé, certes, ça peut être un projet engagé pour le climat, mais aussi pour lutter par rapport aux problématiques d'égalité femmes-hommes, à l'insertion, à la reconversion, à la mise en place de gouvernance coopérative, contre l'exclusion sociale, ou de façon beaucoup plus prégnante, par exemple pour le territoire Occitanie qui est couvert à 80% quasiment de zones rurales. Qu'est-ce qui fait que dans ce projet, il y aura un impact territorial qui contribuera à l'équilibre plus global des territoires? Donc effectivement, on a une vision à 360 de l'engagement que l'on souhaite retrouver à la fois par rapport à celui qui porte le projet et par rapport au projet d'activité lui-même. Voilà. Par rapport à la petite notion d'alignement, effectivement, est-ce qu'on a fait ce travail d'introspective au niveau de la collectivité elle-même? Alors au moins sur... comment dire, la politique de marque, en termes de marketing. Je gère un service qui s'appelle le service entrepreneuriat. Je suis au sein d'une direction qui s'appelle la direction entrepreneuriat engagé. Après, comment ça se traduit dans les faits? On y réfléchit beaucoup. Ça doit être pour ça qu'on en est à notre 5e réorganisation de l'administration régionale. Merci de ton honnêteté. Katia, donc Patricia? Alors moi, si je demandais
au réseau Initiative France, si c'est un réseau, si les personnes qui sont engagées, naturellement, ils vont répondre oui, parce que c'est un réseau qui fonctionne avec 23 000 bénévoles. Donc tous les bénévoles de tous les réseaux vont dire on est déjà super engagés, on donne de notre temps, on a un prêt d'honneur sur la confiance, sans demande de garantie, à taux zéro. Donc naturellement, ils vont répondre oui. Et quand on a fait le dernier projet stratégique, qu'on a posé plein de questions sur c'est quoi le métier de demain du réseau, sur l'axe déjà environnemental, là on a commencé à voir que ça gratouillait un peu plus. Parce que sur l'axe social, le réflexe, comme la mission du réseau, c'est de permettre à chacun de créer son entreprise. Naturellement, oui, on est super engagé en matière sociale par le métier même, oui, mais comme tous les réseaux ici. Et donc, c'est là on a vu que la prise en compte de l'impact environnemental, social ou sociétal de l'entreprise dans le métier de demain, il y avait un peu le grand écart. C'est-à-dire qu'on va avoir une partie de nos salariés, nos bénévoles qui vont dire « mais c'est absolument nécessaire » parce qu'il y a une vision, ça correspond vraiment aux enjeux planétaires. Voilà, c'est toujours la limite, comme tu le disais, c'est comment tu raccroches les grands enjeux planétaires au quotidien. Donc il y en a une partie qui est hyper engagée et qui va dire oui, on doit aller vers ça. Une autre partie qui va dire non, on doit maintenir notre mission sociale en permettant à chacun de créer sa boîte, quelle que soit son activité. Alors donc il y a eu grand débat. Et donc comment on se positionne et on s'est défini un premier objectif à l'horizon 2025, c'est que de se dire c'est pas un critère de financement, sinon on va éliminer trop de porteurs de projets. Par contre, on s'est fixé comme objectif de sensibiliser 100% des entrepreneurs que l'on va financer et accompagner à cet enjeu de la transition écologique et sociétale. C'est déjà un premier pas. Par contre, ça pose la question de quels sont les outils, les moyens et la formation qu'on va mettre en place derrière ça. Parce que comme tu le disais, la question elle est pas tant sur ceux qui sont les plus engagés, qui ont intégré ça dans leur business model, etc. Mais c'est tous les autres, c'est la majorité. Comment on fait pour un coiffeur, comment est-ce qu'on fait pour un boulanger, etc. Et du coup, donc on s'est dit, on va commencer. Déjà, il faut qu'on arrive à bien mesurer la sensibilité du porteur du projet à ces questions et la maturité, lui-même en tant que porteur, et la maturité de son entreprise. Et donc, du coup, premier élément, on s'est dit, il faut qu'au moment du passage en comité d'agrément, en fait, c'est le meilleur moment de sensibilisation, c'est de se dire, évidemment, on challenge sur la viabilité économique, la capacité d'en vivre, mais derrière, au moins de partager une grille, de poser des questions. On ne va pas juger. Cette première étape, elle est de faire, alors on est en train de travailler, on avait historiquement, comme on le disait, une grille qu'on avait travaillé avec l'ADEME sur l'axe environnemental, mais c'est que partiel. Donc là maintenant, on travaille sur une grille d'analyse en 20 questions, parce que sinon après ça devient très compliqué, mais qui va permettre sur l'environnement, le social, le sociétal et la gouvernance, d'avoir un premier scoring, de dire voilà, ou au moins je me pose la question, ça ne me concerne pas, ou je pense que j'en suis là. Donc c'est la première étape. Mais je t'interroge, je veux juste faire un tout petit détour, parce que tu nous disais tout à l'heure qu'il y avait une partie de vos salariés bénévoles hyper engagés. Tu as parlé de grand écart, et donc du coup cette deuxième partie, celle qui va se retrouver dans vos comités justement, et qui va se retrouver face à un porteur de projet et qui va devoir le challenger. Si elle n'est pas convaincue, comment vous faites très concrètement? Alors c'est la formation en fait, ça c'est tout ça pour dire comment est-ce qu'on va faire. Il y a les outils qu'on met à disposition du réseau, et c'est comment on forme le réseau à ça, et donc, comment on va former, sensibiliser nos bénévoles. Donc bénévoles pour moi, compris. Ah bah oui, parce que c'est eux qui font le gros du taf, hein. Donc en fait, l'enjeu, pour moi, la première étape aussi, donc pour mettre en œuvre cet objectif à l'horizon 2025, c'est comment on met les outils et le dispositif de formation pour que dans le parcours d'accueil et d'accompagnement, les gens se sentent légitimes. Parce qu'il me semble qu'une partie du frein à traiter cette question-là, pour une partie des bénévoles, c'est plutôt des anciens chefs d'entreprise, etc. Ils n'ont pas été habitués à traiter cette question-là dans leur entreprise. Donc eux, ils transmettent leur savoir. Et donc là, clairement,
je pense qu'une partie du frein vient de la question, mais sauf que je ne sais pas comment faire. Donc, voilà. Donc, notre objectif, c'est de se dire, on doit former tous nos salariés et nos bénévoles à cet enjeu-là. Et c'est pour ça qu'on a créé notamment l'Académie Initiative, où vraiment, c'est un dispositif de formation qui va permettre à chacun, il y aura 2 parcours, j'accompagne un entrepreneur, je dirige une association initiative, finalement de passer par ça. Ça permet aussi, on a l'enjeu du renouvellement, hein, donc c'est aussi d'accueillir, d'onboarder, de former les nouvelles générations de salariés et de bénévoles, mais aussi peut-être de remettre à niveau sur certains enjeux, et donc il y aura un parcours, un module transition écologique et sociétale, parce que ça devient, voilà, c'est indispensable. Donc, et puis je trouve qu'il y a, au-delà de notre impact direct auprès de l'entrepreneur, qu'on parle de la notion d'engagement, je pense que l'enjeu il est tellement énorme qu'il faut que chacun prenne sa petite part, et le fait qu'on va pouvoir peut-être sensibiliser des entrepreneurs, les accompagner au progrès, en formant nos salariés et nos bénévoles, et je pense surtout à l'impact des bénévoles, c'est de se dire ils sont aussi dans d'autres milieux. Donc ça va, en fait, l'idée c'est que ça fasse boule de neige et que l'impact il soit au niveau des entrepreneurs, mais plus globalement sur le territoire et dans les différents réseaux professionnels. Je pense qu'il y a un enjeu c'est vraiment de la permaculture, quoi, hein, qu'il faut qu'on fasse sur cet enjeu de la transition écologique et sociétale. Ok, merci Patricia. Donc si je résume un petit peu cette deuxième phase d'échange, vous êtes conscient, a priori, et plutôt honnête sur les failles, évidemment, enfin, la marge de progrès qui reste à accomplir. Et donc, ça m'amène à me poser une question. On en avait déjà échangé un peu avec Stéphane, mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un phénomène où cet écosystème court après l'entrepreneur pour se mettre à niveau ? Donc, ma question, c'est est-ce qu'à un moment, on va être à niveau, quoi ? Est-ce qu'on n'a pas toujours un train de retard ? Ah oui, on avait dit, c'était cash, hein, c'était... Oui, je vais essayer de rester très politiquement correct. Mais d'avoir plutôt un message porteur d'espoir, je vais plutôt le dire comme ça. Espoir et cynisme, hein, on avait dit. L'un n'empêche pas l'autre, oui. Effectivement, il y a un grand écart, et on en a tous bien conscience, entre l'action individuelle, la sensibilisation à tout le monde. Je trouve que franchement on va dans la bonne direction. Certains vont s'en saisir, d'autres non, ça comme d'habitude, mais c'est comment on passe à l'échelle, comment on passe de l'individu engagé avec son accompagnateur engagé, et comment on fait pour modifier cet écosystème. Dans le dernier rapport du GEM, Global Entrepreneurship Monitor, que Karim Messeguem a présenté cette année, plus de 70% des chefs d'entreprise sont conscients et veulent s'engager dans une démarche environnementale et RSE. 17% le font. Ça questionne quand même. Bon, les chiffres sont faciles, c'est 71-17, c'est pour ça que je les retiens bien. Alors qu'est-ce qui se fait passer entre-temps ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que l'écosystème, c'est très impersonnel. On est effectivement dans cette dimension globale, dimension de grandes structures, de marché financier, de fonctionnement économique, de fonctionnement bancaire. Et ça, c'est des grosses machines. Et ces grosses machines, c'est comme des gros... vous imaginez un grand tanker ou un paquebot, une fois qu'il est lancé, il ne s'arrête pas comme ça. Puis surtout, il faut qu'il ait envie de tourner. Ou de faire machine arrière, et ça, c'est pas gagné. Parce que jusqu'à preuve du contraire, notre fonctionnement global, mondial, économique et financier, il marche bien. Et en termes de capacité à produire de l'économique, ça marche très très bien. Capacité à détruire la planète aussi, ça c'est pas un problème. Si on revient sur la dimension individuelle, alors oui, je ne peux que soutenir des initiatives de sensibilisation. Maintenant, qui va s'en saisir ? On a un autre syndrome au niveau individuel. En anglais, on appelle ça le NIMBY, Not in my backyard. En fait, tout le monde veut de l'énergie verte, de l'éolien, du solaire, mais je ne veux pas d'éolienne dans mon paysage. C'est moche. Et oui, à titre individuel, il y a ce frein. Et là, on est dans quelque chose d'un petit peu particulier. Certains auteurs, d'ailleurs, doutent de la capacité de l'homme à vraiment se saisir de ces grands enjeux. Ou alors, il faudra vraiment taper le mur.
Il y a tout ce qui est effectivement l'anthropocène et toutes ces théories-là. Mais bon, je vais laisser ça de côté, je vais rester plus sur du positif. Donc comment on peut faire, c'est essayer de multiplier les actions, le passage à l'échelle dont mes collègues viennent de parler. Et mon ancien métier, c'est banquier. Et donc si je reprends cette casquette, admettons le lundi, je vois quelqu'un qui vient avec des critères un peu différents. Moi je regardais deux choses, d'abord c'était EBE, et puis ensuite, est-ce que c'est cohérent par rapport à un chiffre d'affaires journalier, par rapport à une activité journalière, mes deux critères. Et là j'ai quelqu'un qui vient avec quelque chose de différent. Il dit, moi je veux pas gagner d'argent. Déjà ça va commencer à m'interroger, je vais lui dire, je vous écrirai. Ben oui, parce que si c'est un peu différent, le banquier c'est 100% prudence. Hein. Tout ce qui sort, tout ce qui dépasse un peu, c'est pas grave, il écrète et puis il fera autre chose plus tard. Il aura un autre client après. Sauf que le mardi, j'ai le même qui vient. Enfin, un autre projet, un peu dans le même style. Donc lui, il me dit, moi, ce que je veux, c'est replanter, reforester. Mais ça va vous coûter de l'argent, ça va plomber le BE. On vous écrira. Le mardi, le mercredi, le jeudi, peut-être que le vendredi, je me dis quand même, ça fait 10 là qui passent. Je suis pas en train de rater quelque chose là. Mais on est sur. Mais comment je vais l'évaluer ça ? Et comment surtout ma structure, donc moi j'étais banquier, en face des porteurs de projets, mon directeur général, lui, il était dans son bureau à 100 km, ça fait longtemps qu'il n'a pas vu de client. Donc le temps que ça remonte, et ensuite le temps que ça remonte au niveau national et international, parce que c'est des grandes machines, là on est un petit peu loin. Il y a cette idée de boule de neige, elle est très importante, et elle passe aussi par un discours. Mes porteurs de projet du lundi et mardi, je vais leur dire non, peut-être parce qu'ils ne sont pas capables de m'expliquer le projet comme moi j'ai envie de l'entendre. Et les personnes qui sont engagées dans du social, dans l'environnemental, souvent un discours très militant. Et ce discours militant aujourd'hui ne passe pas dans la plupart ne passe pas le cut du banquier. Hein. On ne veut pas des militants, nous on veut des entreprises qui génèrent de l'EBE où j'aurai pas de problème de gestion de trésorerie et de compte lourd. Et je pourrais faire financement et placement derrière. Donc il y a toute cette idée de sensibilisation, ok, mais comment je sensibilise quelqu'un qui a un projet différent à rentrer dans un système qui ne l'attend pas. Parce qu'aujourd'hui l'écosystème, je le répète, n'attend pas ces porteurs de projets. Je parle de l'écosystème au sens très large. Hein. Je ne parle pas d'écosystème local où on a besoin de ces porteurs de projets pour renouveler la dynamique et pour aussi ancrer la jeunesse et puis et avoir un impact local et territorial, et on est tous des acteurs locaux, mais au niveau national, au niveau international, on n'attend pas ces porteurs de projets. Donc comment on peut faire pour que on arrive aussi à ce que les politiques au niveau national et international fassent autre chose que de la réglementation. Donc il y a un mouvement qui est intéressant, qui est de faire du bottom-up, c'est-à-dire de montrer par l'exemple. Ça c'est aussi l'une de mes actions en tant que chercheur, c'est je veux documenter ça. On commence à documenter, à aller regarder ce qui se passe, les initiatives intéressantes en France, mais aussi au niveau mondial. Qu'est-ce qui se passe dans les pays d'Afrique, par exemple? Qu'est-ce qui se passe à Madagascar? Pourquoi ça marche chez eux? Pourquoi ça marche pas chez nous? Qu'est-ce qu'on peut implémenter? Là, je suis en train de repartir, donc je vais arrêter. T'inquiète, je vais te couper. Oui, ça, je m'en doutais. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a la dimension individuelle, l'enjeu, l'engagement. Comment on fait pour qu'il passe au niveau collectif? Alors, historiquement, les sociologues ont documenté ça. Comment on a fait pour que l'entrepreneur soit un acteur de changement dans nos sociétés? C'est qu'il était en termes de résolution de problèmes. Mais la résolution de problèmes, l'entrepreneur amenait un espoir, et surtout un espoir de progrès. Là, la difficulté que nous avons, c'est que le vrai problème, il n'est pas maintenant, il est dans le futur. Donc, et ça, c'est beaucoup plus difficile à comprendre au niveau sociétal, c'est comment on peut faire pour limiter la casse demain. Il y a encore beaucoup c'est pas très grave, hein. Puis moi, je veux pas d'éoliennes devant chez moi. Donc il y a vraiment cette dimension, et c'est aussi l'une des raisons de ma présence ici à Procréa, c'est pour discuter, pour vous entendre, pour voir ce que vous pensez de ça, et puis comment, je suis ravi d'entendre la sensibilisation de 100%. Faites tout ça s'il vous plaît, hein. Il y a un vrai espoir de ce côté-là.
Merci Stéphane. Mais je te passe la parole tout de suite, Patricia. Je veux juste revenir sur ce que tu dis. Certains se disent de toute façon c'est demain et comment limiter cet impact demain. Et comme l'a dit en introduction Frédéric tout à l'heure, le demain il est aujourd'hui. Donc c'est aussi comment. Donc ça veut dire qu'une des solutions très concrètes, pratico-pratiques, en dehors de la formation, sensibilisation, bien évidemment déjà des salariés, des bénévoles, puis par la suite des entrepreneurs, c'est aussi cette espèce de contagion positive dont tu parles, Stéphane. C'est-à-dire comment est-ce qu'on met les entrepreneurs en contact les uns avec les autres, notamment pour que cet engagement finalement fasse tache d'huile et qui devienne très très concret. Patricia, je te passe la parole parce que tu voulais dire un mot, mais après j'aimerais qu'on titille un petit peu Katia sur mais comment est-ce que avec toutes ces initiatives, tout ce besoin affiché, comment les collectivités vous pouvez nous protéger, vous protéger d'une grande tentation qu'est le greenwashing, quoi. Comment est-ce qu'on peut être certain demain que telle structure d'accompagnement, c'est pas juste de l'affichage, quoi, qu'elle n'a pas mis un logo supplémentaire. Je te donne 2 minutes pour réfléchir. Patricia. Pour compléter un peu de ce qu'on peut faire tous ensemble, au-delà de la sensibilisation, c'est juste le point de départ. La sensibilisation, c'est de se dire, ça permet en fait de pointer là où il faut travailler pour chacun. Et je pense que dans la solution, elle est dans la mutualisation d'outils. Et j'ai cité en exemple vraiment ce qu'a fait la Initiative Sud, parce que sur les entreprises très classiques, Initiative Sud a élaboré des fiches très pratico-pratiques sur les premiers pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ils ont accepté que ce soit partagé à l'ensemble du réseau. Donc, pour moi, c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est de se dire, chaque outil qu'on trouvera dans un réseau d'accompagnement, plus on le mutualisera, mieux ça vaudra. Donc, il y a ça. Après, la difficulté, c'est vraiment, comme je disais, de doser en fonction de la maturité, de la sensibilité et de la maturité du porteur de projet. Donc ça, c'est un exercice, on le maîtrise en matière économique, on a beaucoup plus de mal à le faire en matière de transition écologique et sociétale. Derrière, on voit il y a des régions qui commencent à effectivement inciter. Katia nous dira, mais on a je vois dans les Hauts-de-France, on a des expérimentations sur un parcours de 10 heures d'accompagnement sur ces sujets-là. Donc ça reste encore très frileux. Et je le disais, la difficulté, ça va être de trouver les moyens de le faire, le temps et donc les moyens d'accompagner ça. Après, la question qui pose, c'est jusqu'où on va. Jusqu'où c'est à nous, réseau d'accompagnement, de le faire, et à un moment aussi de savoir orienter sur les bons interlocuteurs. Parce qu'à un moment donné, on ne va pas pouvoir tout faire. Peut-être faut savoir bien orienter sur la mesure d'impact, qu'on se dise c'est quoi le bon référentiel, est-ce que c'est l'impact score ou autre. Comment est-ce que l'on peut accompagner la démarche de progrès. Et là, moi, je ne sais pas si vous étiez aux journées de l'économie, aux universités de l'économie de demain. Alors, je rejoins, il y avait un grand sentiment de découragement de tous ceux qui étaient là, qui sont super engagés, que de se dire, mais finalement, ça fait 6 ans qu'on se réunit, on a l'impression que le reste n'a pas du tout bougé. Et donc, pour essayer d'accompagner le mouvement, les réseaux d'accompagnement qui sont spécialisés sur la transition écologique et sociétale ont bâti avec des entrepreneurs que plusieurs réseaux ont orientés, c'est-à-dire qui n'étaient pas du tout dans cette démarche-là. Et on a bâti un parcours d'accompagnement à la transition ou à l'accélération. Donc ça permet de répondre aux différents stades. Et ça, demain, il faut qu'on puisse le partager à tous les réseaux. Donc ça s'appelle l'Impact Lab, par exemple. Voilà, je pense qu'il faut qu'on repère toutes les démarches qui vont nous permettre d'orienter. Nous, on a une part à faire, nous, mais après, il faut savoir bien orienter et bien cibler. Donc là, du coup, aussi, le rôle des financeurs va être important dans ce domaine-là. Alors, je voulais aussi répondre à 2 interventions tout à l'heure. Tu évoquais la bataille du sourcing. Je voudrais modérer ça, parce que je rappelle que les réseaux d'accompagnement n'accompagnent que moins de 20% des créateurs d'entreprises. Donc je pense que plutôt que d'aller se bagarrer toujours peut-être sur les mêmes, on a aussi à mieux s'organiser pour en accompagner davantage, parce qu'on sait que c'est ceux qui sont accompagnés qui vont créer des projets d'entreprise viables et dont ils vont pouvoir vivre.
la remarque sur les financeurs. Je pense qu'à l'étape où on en est, ok, pour les boîtes très engagées qui sont mission native ou impact native, elles trouvent les financements, il y a des fonds spécialisés. Ça reste ypsilonesque en matière de financement. Donc la question s'est posée, le réseau bancaire. Nous, on intervient en prêt d'honneur avec des réseaux bancaires. Le meilleur moyen de faire bouger, c'est d'être incitatif. Avec la remontée des taux, j'ai fait moi la tournée de l'ensemble de nos réseaux bancaires partenaires. Est-ce qu'on peut imaginer un taux bonifié pour des entreprises dont on pourrait, avec une mesure d'impact sur laquelle on se serait mis d'accord, qui fait référence, pour avoir un taux bonifié. Et là, alors tous les banquiers m'ont dit non, en fait, en dessous de 1 million de financement, c'est trop compliqué à gérer ça. Donc on voit bien que l'écosystème financier, c'est quand même... Il n'est pas prêt, hein. Voilà, et notamment pour nous, notre public. Alors qu'on est les mieux placés quand on a les porteurs de projets à la création de leur projet ou en reprise, on est les mieux placés pour enclencher le mouvement. Et là, c'est vrai qu'on a encore plein de partenaires qu'il faut qu'on entraîne. Et clairement, les banques ne sont pas du tout prêtes pour les petites structures à pouvoir accompagner positivement le mouvement. D'accord. Oui, d'autant plus que vous êtes, en effet, bien placé pour garantir l'accompagnement du projet, sa pérennité, la réalité de son engagement, etc. Enfin, c'est servi sur un plateau quand même, en quelque sorte, quoi. Ok. Fred, je crois que tu voulais dire quelque chose avant que je donne la parole à Katia ? Ouais, je vais lui rajouter une question dans sa besace, en fait. On parle beaucoup d'incitation, là, et peu de contraintes, en fait. Et je voulais savoir quel était le niveau de réflexion au sein de la région entre le curseur, l'incitation, et à l'autre bout du curseur, la contrainte, force de loi. Quelle était la réflexion sur ces sujets-là ? Je pensais par exemple aux clauses de marché public, sur les clauses d'insertion sur les marchés publics. Alors, au bout d'un moment, on a closé les marchés publics pour inciter plus fortement. Est-ce qu'il y a une réflexion dans ce sens-là chez ta région ? Alors effectivement, oui, c'est bon. Oui, effectivement, on essaie d'avoir une approche globale et aussi une approche de politique publique croisée, parce que c'est effectivement d'expérimenter justement par rapport à ces publics et notamment par rapport aux plus jeunes, voir quels sont les outils qu'on peut mettre en face de ces projets, mais qui permettent de croiser les ambitions et les objectifs sur différents types de politiques publiques. Je m'explique, par exemple, on expérimente là depuis une année un revenu écologique jeune qui permet en fait de croiser des ambitions à la fois par rapport à la politique en tant que région que nous voulons avoir vis-à-vis de la jeunesse, mais aussi vis-à-vis de la formation et de la montée en compétences, et une approche beaucoup plus politique économique, puisque le revenu écologique jeune, il peut être mobilisé donc par le jeune, autant s'il souhaite monter en compétences et suivre une formation qui contribue à accéder à des métiers en faveur de la transition écologique, que s'il a un projet de création ou de reprise d'entreprise. Et on embarque l'écosystème, toujours pour avoir cette approche collective, puisque ce sont l'écosystème, les structures d'accompagnement qui vont être prescripteurs de ce revenu et qui vont décider si oui ou non à un moment donné ils reconduisent cette mobilisation de revenus, parce que même si l'entreprise a été créée, elle ne génère pas encore assez de revenus pour amener, on va dire, un moyen de subsistance à son porteur, et donc on peut mobiliser ce revenu écologique jeune. Pour répondre par rapport à la notion de contrainte, ce qu'on a essayé de faire en tout cas, c'est de travailler dans un même espace-temps avec l'ensemble de l'écosystème et des entrepreneurs. Donc on a démarré par des actions de sensibilisation et d'outillage. Et on est la première région de France à avoir mis en place l'outil Impact Score, donc développé par Impact France. C'est un autodiagnostic
qui est réalisé de façon totalement libre et gratuite par le chef d'entreprise, qui lui permet de s'auto-évaluer et de savoir où est-ce qu'il en est par rapport à son projet d'entreprise, sur son impact certes environnemental, mais aussi sociétal, par rapport à voilà, la répartition des revenus, la gouvernance, etc. Et lorsqu'on parle de contraintes, effectivement, désormais, et là, les restrictions budgétaires deviennent une opportunité. On recentre nos interventions sur, effectivement, et là apparaît on n'est pas au niveau de critères d'éco-conditionnalité, mais de premier niveau de contrainte. Désormais, pour solliciter un financement public, l'entreprise, d'ailleurs que ce soit un créateur ou pour un projet de développement, d'innovation, etc., devra réaliser à minima cet impact score. Pour l'instant, l'aide n'est pas corrélée à l'intensité du score obtenu sur l'impact score. Hein, voilà. Mais c'est au moins à minima, à la fois, et bien sûr, on a formé en même temps, c'est ce que tu disais tout à l'heure, l'ensemble des développeurs économiques, qu'ils soient au niveau de l'écosystème, des EPCI, des CAE, des couveuses, des incubateurs, etc., à l'utilisation à la fois de cet outil, mais aussi, en parallèle, on a mis en place une cartographie de l'offre de services de ce même écosystème, toujours pour mieux orienter, parce qu'on a... Mais en fait, on suit exactement la même démarche qu'il y a, on va dire, 5-7 ans sur la détection et la caractérisation de l'innovation. C'est exactement la même chose. Il faut, voilà, à un moment donné, il faut qu'il y ait un pilote pour qu'on a sur le gros cargo là, pour que ça finisse pas en opération Titanic. Il faut qu'il y ait un pilote, mais qui soit vraiment dans l'animation, dans la stimulation, pas que dans la contrainte, et surtout pas que dans la contrainte, pour effectivement embarquer l'ensemble de l'écosystème et des entrepreneurs, et y compris ceux qui, au démarrage, notre petite esthéticienne là, du centre-ville de Toulouse, qui, bon, à part peut-être prendre des produits bio, et encore c'est déjà pas mal, voilà. Oui. Au départ, elle veut démarrer son activité, et puis est-ce que ça a des porteurs de sens et de valeurs, on verra dans un deuxième temps. Mais embarquer effectivement, tout le monde est dans un même espace-temps, et c'est ce qui est le plus difficile pour une collectivité, puisque, comme vous le savez tous, on n'a pas forcément le même espace-temps. Hein, les délais de paiement le prouvent, que l'immédiateté ou l'exigence d'immédiateté que peut avoir, par exemple, un futur chef d'entreprise, voire même des structures de l'écosystème. Donc, le maître mot, en tout cas par rapport à ce qu'on est en train de mettre en place au niveau de la région Occitanie, ça a été essayer d'embarquer tout le monde dans le navire et dans le même espace-temps. Parce que, et profiter par exemple de certaines structures qui étaient pionnières, hein, on l'a vu avec le réseau Initiative France, mais on peut le voir aussi avec des structures telles que France Active, qui scorent leurs projets depuis maintenant 3 ans avec un outil que je trouve pour ma part tout à fait intéressant, qu'on utilise sur le revenu écologique jeune, qui est le révélateur d'engagement, et je trouve la terminologie suffisamment significative pour On t'entend plus. Ah, si, d'intelligence collective, voilà, au service de l'ensemble de l'écosystème. Voilà. Très bien. Oui, non, en fait, pardon, il me restait cette question du greenwashing, quoi. Je l'avais adressée à Katia, je dirais par réflexe, puisque vous avez vu, en bonne citoyenne que je suis, j'ai demandé à la collectivité. mais finalement, c'est un peu à vous tous que je m'adresse. C'est quelque part, comment est-ce qu'on peut s'auto-réguler les uns les autres, quoi. Est-ce que c'est nécessaire? Il n'y a probablement pas une seule réponse, mais je suis tentée de penser que, comme dans tous les secteurs, à un moment, nécessairement, des structures vont afficher des logos, des labels et autres, sans forcément que l'acte suive. Je rappelle ce que j'avais dit en introduction, hein, dans la notion d'engagement, on s'engage à accomplir quelque chose. Donc c'est pas juste je rêve, I have a dream, c'est concrètement dans ce que je fais au quotidien. Ça rejoint aussi un petit peu, je trouve, des questions qui ont tourné un peu hier, notamment sur la notion de supervision des accompagnateurs, etc. C'est-à-dire mon consultant au quotidien, derrière son bureau, face à l'entrepreneur, comment je sais qu'il est engagé? Enfin voilà, je me pose toutes ces questions-là. Et je suis sûre que Frédéric t'est inspiré. Oui.
Non, ce qui me vient à l'esprit, c'est un pari risqué, le greenwashing, pour celui ou celle qui voudrait le faire aujourd'hui, dans un monde où la transparence est, est de plus en plus à portée de main. Ça se saurait vite que telle ou telle structure. Et donc là, je reviens aux questions d'alignement, d'authenticité qu'évoquait Stéphane. Donc c'est un pari assez risqué. Il y avait un excellent article sur LinkedIn de Thomas Oui, notre collègue d'Entreprendre et Innover, qui parlait justement de finalement, il faut vivre l'expérience dans une structure d'accompagnement pour connaître la qualité du service. Et donc celui qui vient à la suite va s'adresser à celui qui est passé devant lui. Et donc c'est les avis Facebook, c'est les avis Google, c'est le TripAdvisor de l'accompagnement. Et donc celui qui a vécu l'expérience va pouvoir témoigner de cette mauvaise ou de cette bonne expérience. Donc il va pouvoir vivre de l'intérieur que tout ça n'est que greenwashing et bullshit entrepreneurial vert. Et donc c'est un pari risqué. Et donc je suis pas finalement... je ne suis pas plus inquiet que ça. Je crois que l'entrepreneur acteur éclairé et de plus en plus exigeant fait circuler aussi l'information, pour le coup, dans le bon sens là. Ok, Patricia, oui. Oui, je rejoins. Je pense que après c'est une question de référentiel. À un moment donné, aujourd'hui, il n'y a pas de définition de ce qu'est une entreprise à impact. Alors chacun utilise un cran plus ou moins fort. Donc pour moi, il y a une question de référentiel commun à un moment donné qu'il va falloir que l'on ait. Après, tu évoquais les labels un peu maison. Nous, on en a un, clairement, c'est une initiative remarquable. Pourquoi on l'a fait? C'est parce que c'est important de montrer déjà un label pour une jeune entreprise ou une entreprise qui se crée, c'est extrêmement compliqué parce qu'elle a besoin de chiffres de référence, etc. Donc là, l'idée, c'était de dire c'est une première marque de reconnaissance qui va encourager, valoriser la démarche de l'entreprise et lui permettre d'aller dans cette démarche de progrès. Ce n'est pas une finalité en soi, c'est juste une reconnaissance de la démarche et de l'ouverture. Je ne pense pas effectivement qu'on ait un risque de greenwashing. La preuve, c'est que la dernière remise des prix Initiative Remarquable Nationale, du coup, j'ai invité tous les réseaux les plus engagés, Impact France, la communauté des entreprises à mission, pour qu'ils voient la réalité des projets qui étaient labellisés. Et ils sont en train de dire, ah bah oui, effectivement, c'est les futures entreprises à impact ou les futures entreprises à mission. Donc, il n'y a pas d'enjeu. Alors, je ne veux pas taquiner ma voisine, mais... Mais je vais le faire quand même. Je vais quand même le faire parce que quand j'entends un financeur qui est clé, la région, dans la dynamique territoriale d'aide à la création d'entreprises viables, durables, si l'introduction d'un critère d'éco-conditionnalité, quel qu'il soit, je pense que franchement l'impact score que vous utilisez est vraiment celui qui me semble le plus opérationnel pour des boîtes. Si à l'arrivée ça se fait, l'ensemble de l'aide apportée à budget égal, ça me va. Si c'est un moyen de réduire l'aide apportée au réseau de la création et donc aux entrepreneurs, là je me demande si c'est pas un peu du greenwashing, d'affichage de politique publique. Voilà, bon, mais j'ai pas de doute sur la sincérité de la démarche, mais si toutes les régions, et je te rassure, tu n'es pas la seule, aujourd'hui on fait toutes nos structures font le tour des régions, toutes les régions sont en train de nous dire, alors on va réduire parce qu'on veut orienter les financements sur des entreprises vertueuses. Non, la réalité, c'est qu'il y a moins d'argent. Et que, alors faut nous dire la vérité, on a moins d'argent, on peut moins vous financer, et donc du coup, voilà, moi j'ai quand même toujours un petit truc là, en me disant, là il y a peut-être un petit greenwashing de politique publique, mais bon. Alors, il nous reste 13 minutes, ça va être challenge de débattre, oui c'est pour ça, sur cette, de cette question-là. Katia, du coup, tu peux répondre au nom, en tout cas, de ta région. Tu ne te portes pas garante de tout ce qui se passe. Non, je ne peux pas parler au nom de. Alors, bien que ma présidente est la présidente de l'Association des régions de France, mais je n'ai pas d'ambition nationale, donc je vais, moi, parler juste au niveau de la région Occitanie. Non, effectivement, alors, on est. Moi, j'ai pas. Par contre, je rejoins mon voisin de gauche avant de répondre à ma voisine de droite. J'ai pas de crainte par rapport au greenwashing, etc. L'impact score, par exemple, pourrait revenir dessus. On est sur du déclaratif. Et l'idée, elle est vraiment en plus de. Il y en a qui publient leur score alors qu'ils ont un score très mauvais. Mais justement, l'idée, c'est de savoir
où ils se positionnent à un instant T par rapport à de futures intentions ou de futures préconisations pour transformer leur modèle. Après, j'ai bien parlé, pour répondre donc à ma voisine de droite, à une opportunité. C'est-à-dire, on n'a pas réduit les budgets sciemment en disant, ben, voyez, comme ça, on pourra se recentrer sur les projets à impact. C'est parce que, de fait, au vu de la mobilisation des financements sur les dispositifs Covid, relance, etc., on a, et ça, on est très transparent là-dessus, effectivement, y compris sur les financements des entreprises ou de l'écosystème, des budgets au sein des services réduits. Donc, du coup, c'est toujours pareil. Comment gérer au mieux l'argent public ? Donc, effectivement, par rapport aux évolutions et aux tendances, l'idée, elle est de recentrer sur les projets à impact. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut cesser de penser à ceux qui, au démarrage, ne sont pas du tout porteurs de sens et de valeur. Et donc là, il faut qu'on retravaille avec justement l'écosystème pour voir, au-delà des aides directes en espèces sonnantes et trébuchantes aux entreprises, comment on fait via le partenariat économique qu'on a avec l'écosystème pour que cet accompagnement il reste qualitatif et dédié. Encore une fois, il n'y a pas d'outil miracle, mais la présence d'une collectivité, par exemple, on est la première collectivité à être dans le comité pilotage d'Impact France. Face à nous, on a la Maïf, on a EDF, on a des grands comptes, on a quelques chercheurs quand même, on a l'Ordre national des experts comptables avec le BE et compagnie, voilà. Là, notre possibilité de faire avancer les choses, c'est de faire évoluer l'outil. Par exemple, Impact France, c'était une centaine de questions qui étaient vraiment à 360, par contre, pas du tout adaptées aux très petites entreprises. Nous, en région Occitanie, c'est 95% de notre tissu. Donc, on a fait avancer les choses pour que l'outil corresponde au tissu local et à l'écosystème local. De la même façon, on continuera à essayer de faire avancer et évoluer l'outil, parce qu'à l'heure actuelle, il n'est pas véritablement adapté aux très jeunes entreprises. Voilà. Mais non, j'ai pas, en tout cas, j'ai pas de crainte sur le greenwashing. Très bien, merci. Donc si je résume un petit peu nos échanges, je rappelle, on était parti sur cette question. Faut-il être un accompagnant engagé pour accompagner les entrepreneurs de demain ? Donc si on a bien compris, l'entrepreneur de demain qu'on voit dès aujourd'hui est engagé, alors avec multiples formes d'engagement. Attention peut-être à ne pas se focaliser que sur la transition écologique, hein, ça je crois que c'est un truc à retenir et qui est assez important, mais que la notion d'engagement, elle doit s'accompagner d'actes. Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. C'est-à-dire que c'est ce qu'on essaye de transmettre à nos entrepreneurs. Donc globalement, comme l'a dit Frédéric, si on commençait à se les appliquer à nous-mêmes, tant en tant que collectivité que financeur ou qu'accompagnateur de projets au quotidien, c'est effectivement une bonne base. Néanmoins, on ne laisse pas de côté celui qui peut-être est moins engagé, qui en tout cas ne manifeste pas cette même recherche de sens, de participer à quelque chose de plus grand. Mais grâce à cette lame de fond, finalement, cette espèce de contagion positive, finalement, on est un peu sur une méthode de colibri, c'est-à-dire en embarquant tout le monde, et peut-être, pourquoi pas, de manière obligatoire, on peut arriver à ce que cette tache d'huile grossisse et finalement, à un moment, de réduire l'écart de l'espace-temps, quoi. En tout cas, c'est le vœu, enfin, c'est tout ce qu'on nous souhaite à nous tous. Je vous remercie. Et puis maintenant, on va peut-être passer la parole à vous tous. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ? Je vais prendre le micro. Je vais prendre celui-ci. Hop. Je te laisse celui-là. Et je fais le tour. 1, 2. Parfait. Levez le doigt en premier. Alors, merci beaucoup pour votre intervention. J'ai trouvé ça particulièrement richissime. Et on se rend bien compte que la thématique est particulièrement complexe. Donc je suis Mélanie Davignon, je suis accompagnante, doctorante et chef d'entreprise. Donc j'ai un peu cette triple casquette et je voulais proposer un petit peu humblement une petite réflexion. Alors je vais essayer d'être assez brève. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a deux niveaux. Donc il y a un niveau où il y a des entrepreneurs donc, qui aimeraient passer à l'étape supérieure, qui aimeraient s'engager. Outre les questionnaires, forcément, quand on demande à une personne est-ce que vous pensez être engagé, est-ce que vous voulez être responsable, etc., j'imagine qu'il y en a quand même très peu qui oseront dire non à cette question, forcément. Mais bon,
on est dans une société où il y a 19,8% des entreprises qui sont des PME, TPE, qui n'ont pas forcément les moyens et la priorité à mettre l'engagement, l'environnement sur tout ça. Il y a plus de 80% des entreprises qui ferment au bout de 5 ans, plus de 90% au bout de 10 ans. Donc, je vois mon rôle assez important en tant qu'accompagnante de les aider au mieux pour être pérennes et se développer. Et je me dis que l'impact score, par exemple, reste quelque chose de premier niveau. Mais comme on parlait hier de territoire responsable également, avec au service du bien commun, avec une action collective, et bien finalement aujourd'hui il existe aussi un label Osmoni qui est certifié AFNOR, qui a été développé par l'entreprise MyDad, donc l'entreprise de Perpignan, et qui a une consultation citoyenne sur finalement qu'est-ce que les citoyens aimeraient voir dans leur société de mieux, lié à l'engagement. Hein. Et finalement, à travers cette entreprise MyDad qui a été créée par un commissaire aux comptes, ce n'est pas une entreprise privée ou autre, donc il n'y a absolument pas de greenwashing, il n'y a pas de part privée, etc. Donc on reste dans quelque chose de neutre pour le citoyen et ça permet de, par étape, trouver des solutions. J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui ont des appels à projets, qui disent « je ne sais pas quoi mettre justement dans la partie « qu'est-ce que vous faites justement pour l'environnement et tout ce qu'on veut ?» Et donc du coup, c'est là où c'est un peu dommage, c'est qu'en fait, ils ont une envie, mais ils n'ont pas les clés, ils n'ont absolument pas d'idée sur quoi. Donc finalement, je me dis, ça peut être une première étape. Et dans le deuxième niveau, c'est changer la méthode donc, pour aider les nouveaux, enfin les prochains qui vont arriver. Et ça me fait penser, donc, dans ce que vous avez dit, Stéphane, sur accompagner l'engagement pour engager l'action, ça me fait beaucoup penser à la JCEF, donc la Jeune Chambre économique française et internationale, où on travaille d'abord sur les Global Goals, donc les 17 engagements liés à l'ONU, pour ensuite engager les actions. Et je trouve ça très intéressant. Malheureusement, les bénévoles se font plus rares, malgré des interventions à l'université, bon, il y a pour plein de raisons, mais je trouve que tout jeune, finalement, devrait être conscient de cette possibilité-là et de devenir bénévole dans cette association. Et enfin, je terminerai par ça. Sinon, je vais être obligée de vous couper. Oui. Alors, ça me fait penser... Alors, je vais parler de l'effectuation rapidement. L'effectuation, on part de qui je suis. Qui je suis, ce que je veux, qui je connais, etc. Et dans le nouvel accompagnement pour ces jeunes qui ont envie d'authenticité, de valeurs, quelque chose qui corresponde vraiment à leur envie propre, ben finalement, cette effectuation-là, elle peut peut-être avoir quelque chose. Et il y a 2 outils pour ça. Il y a ISMA Talent, pour savoir qui je suis, mais aussi comment on me perçoit, qui je suis vraiment aussi. Et puis les Effectual Goals, pour déterminer des objectifs communs, non pas forcément tout seul en tant que chef d'entreprise, mais aussi, pourquoi pas, avec ses salariés, pour avoir un meilleur management par la suite. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci Mélanie. Du coup, vous nous avez donné plein d'infos. C'est cool. Une question peut-être, un témoignage. Jean-Marc, je t'en prie, puis après je vous passe la parole. Bonjour, Jean-Marc Rouquayrol, directeur d'Initiative Marseille Métropole, donc du réseau Initiative France. J'ai écouté avec grand intérêt vos interventions parce que effectivement, le fait d'être un accompagnant engagé me semble essentiel. Donc sur ce point, je pense qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Vous l'avez tous montré, pour la plupart, assez engagés dans l'accompagnement. Par contre, là où je voulais insister, c'était notamment, j'entendais avec plaisir Stéphane Folliard évoquer le rôle, l'attitude des banquiers vis-à-vis notamment de ce secteur ESS et donc qui ne faisait pas vraiment de distinguo entre un dossier classique et un dossier ESS avec leur grille scoring dont ils étaient tributaires. J'étais moi-même banquier pendant 30 ans. Et donc, de ce fait, je pense que la véritable problématique, c'est quid de la crédibilité, de l'impact ESS donc joué par nos créateurs. Et donc, pour ce faire, il faudrait, je pense, on a un rôle, nous, à jouer, par exemple, au réseau Initiative, qui avons le contact direct avec nos financeurs, de continuer, comme l'a évoqué tout à l'heure Valérie, de continuer à demander aux banquiers de véritablement proposer des prêts spécifiques ESS à taux réduit pour encourager le financement de ce pan d'activité qui contribue à préserver notre planète. Et puis,
on regarde les autres, mais regardons-nous aussi, notre réseau Initiative. On a des fonds de prêt. Je sais qu'au sein d'Initiative Sud, on en a parlé notamment, Céline Fourcade du Passy l'a mis en avant. Bon, on ne l'a pas encore retenu, mais le fait d'envisager de créer un fonds à impact avec l'aide des collectivités, notamment des régions, me semblerait complètement adapté à cette situation. Parce que, qu'on le veuille ou non, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Quelle que soit l'entreprise, s'il n'y a pas de trésorerie, elle meurt. Donc, si on est incitatif avec de réels arguments, complémentaires à tout ce qu'on peut faire, parce que c'est vrai que tout ce qu'on fait en accompagnement, nous on est organisme initiative de financement, mais avant tout d'accompagnement. Et donc si, comme une cerise sur le gâteau, on propose aussi un financement dans la continuité, dans la cohérence de ce que nous disons, ça serait pas mal. Et pour les banques, c'est vrai que ça semble tellement facile pour les politiques, pour les organismes d'État, d'imposer aux banques de sortir des prêts adaptés à l'ESS. Ça semble tellement facile quand on voit ce qu'ils font pour l'endettement, quand ils imposent aux banques de ne pas dépasser le taux d'endettement. Merci Jean-Marc. Est-ce que peut-être Patricia veut réagir? Valérie. Ou Valérie, je ne sais pas, j'hésite. Juste avant de passer le micro à Patricia, effectivement, par rapport à l'idée d'un fonds d'impact ou d'un fonds transition, c'est effectivement ce vers quoi de toute façon on va tendre, hein, puisque bon là c'est un peu compliqué, puisque à l'heure actuelle on pourrait devenir schizophrénique en région Occitanie, puisque le fonds régional, bon, au départ comme beaucoup d'autres régions, était fléché vraiment sur la transmission reprise, hein, avec un doublement du prêt donneur local. Avec ce qui s'est passé, la Covid, etc., ce fonds a évolué aussi pour trouver des solutions par rapport aux aléas climatiques, aux crises, etc. Et là, on va passer un levier supérieur avec effectivement une évolution vers un fonds de prêts d'honneur qui viendra doubler les prêts d'honneur locaux sur les projets essentiellement à impact. Ok. Merci beaucoup, Katia. Je ne savais pas qu'on avait autant de banquiers repentis parmi tout. Hein. Je vous laisse la parole. Il est peut-être déjà allumé, allez-y. Il marche, oui. Voilà. Donc Aurélien Renard, Chambre des métiers à Narbonne, et je gère une pépinière d'entreprise. Je voulais vous remercier pour votre honnêteté, parce que c'est ce que j'apprécie le plus dans les discours. Et la première pensée que j'ai eue, moi, c'était pour ma grand-mère. Quand j'allais en vacances chez ma grand-mère, elle me disait tout le temps « Oh, l'eau, quand tu utilises le robinet, tu mets une bassine derrière, elle récupérait les restes, elle stockait tous les papiers journaux. » Et à la fin, elle me disait « Oui, t'as pas connu la guerre ?» Donc je dis, moi je vais dire quoi, ma petite fille? Oui, l'eau, etc. Je dis, t'as pas reconnu le réchauffement climatique? Bon, ça c'était pour la parenthèse. Et après, pour reprendre vos exemples un peu, si j'analyse notre quotidien en chambre des métiers, dans la semaine, je peux recevoir par exemple un plombier qui veut être auto-entrepreneur, et je vais lui poser des questions, et je vais dire alors, votre circuit, où est-ce que vous allez travailler? À 10 km. Oh, c'est cool, circuit court. Et je vais travailler, je vais faire que de la réparation. Oh yes, on est sur du recyclage. Oui, puis moi j'ai mon petit fournisseur, il est à côté. Oh, super, extraordinaire. Et je dis, votre véhicule, moi j'ai tout, j'ai rien à acheter, j'ai tout déjà. Oh, c'est top, pas besoin de financement. Génial, j'ai rempli toutes mes grilles impact. Si en plus, il me prenait un apprenti dans les quartiers prioritaires, oh là, on est au summum. Alors là, tout est vert. Qui a une RQTH pendant que c'est génial. Après, je vais avoir un ancien salarié qui va arriver, qui va dire oui, moi mon boss, il gagne plein d'argent, je vais faire pareil. J'ai mis 50 000 € de côté, je vais acheter 3 camions, je vais créer 10 équipes. Et puis ça tombe bien, vous êtes en face de chez Audi Volkswagen, j'ai déjà repéré le véhicule que je vais acheter après. Mais je vais faire de la recherche de fuite. Donc on va faire de l'économie d'eau, c'est ma spécialité, puis j'ai un super site. Voilà. Donc, ouais, on coche quand même un peu les cases, parce qu'il va aller repérer les fuites, donc c'est pas mal. Et puis après, je vais avoir celui qui est un ancien trader, qui a fait un gros burn-out et qui là s'est dit oui, alors moi je vais être un acteur, donc je vais me déplacer en triporteur pour aller réparer des fuites. J'ai vu qu'il y avait des voies vertes et puis j'ai un système avec des matières organiques. J'ai vu qu'il y avait des joints avec de l'algue. Par contre, je voudrais trouver une banque verte, mutualiste. Je voudrais trouver un assureur vert. Enfin voilà. Il veut qu'il y ait tout le package. C'est là où j'ai le plus de balles pour l'accompagner. J'en connais pas beaucoup. Et effectivement, je vais quand même peut-être l'emmener sur la plateforme. Mais je me dis que finalement, les entreprises qui financent les plateformes, est-ce qu'elles sont entreprises à impact? Je suis pas sûre. Vous voyez? Alors que peut-être, eux, ils veulent sélectionner des projets impact.
Et puis après, j'ai le jeune qui sort de votre université, qui est ingénieur, et qui lui a dit, mais aujourd'hui, il y a le compteur EDF qui permet de mesurer sa consommation au meilleur moment où je peux consommer l'électricité. Si on le faisait pour l'eau, il y a peut-être des moments où je peux en consommer plus, où l'eau est plus verte, elle est moins impactante, etc. Je dis, mais c'est génial ça comme idée, extraordinaire, vous avez de l'argent? Pas du tout. Ok, ça va être long alors, du coup. Il va falloir trouver, et en plus vous savez le fabriquer, le compteur? Non, pas du tout, vous avez un peu de réseau, vous avez des associés. Non mais moi j'ai l'idée, hein. Ah ben c'est génial, on peut éventuellement commencer à déposer un brevet. Voilà, ça c'est un peu notre quotidien. La thématique, elle est hyper intéressante. Finalement, on peut mettre tout le monde là-dedans. Et ça fait toujours aussi référence finalement à soi et peut-être à ses grands-parents. Je ne sais pas. Il faudrait peut-être organiser une réunion avec tous vos entrepreneurs là, non? Du coup, si on les met peut-être tous dans la même pièce, ils vont peut-être trouver des solutions. Alors, ils ont tous un point commun, c'est quand ils sont sortis du rendez-vous, ils m'ont dit, j'ai entendu de l'eau couler, vous n'avez pas une chasse d'eau qui fuit? Et moi, ça fait quand même 3 semaines que j'attends pour qu'on me la répare quand même. Parce qu'il faut que je fasse 3 devis. Il faut que, vous voyez. Merci. Une réaction par rapport à ça? Non, enfin, c'est le quotidien aussi que vous connaissez nécessairement. Et voilà. Et encore une question? Très bien. Merci de votre témoignage du quotidien. Alors moi, c'est juste une petite remarque parce que je travaille aussi à la Chambre des métiers. On a déjà des chargés de développement économique avec des têtes hyper bien faites qui sont spécialisées dans l'environnement. Donc il y a quand même des choses qui sont en place sur des diagnostics environnementaux, sur des déclics environnement, où c'est des jeunes qui sont hyper engagés pour le coup, qui sont 100% environnement et qui se déplacent en entretien individuel sur 2 demi-journées pour amener et faire des diagnostics complets sur les flux, sur les économies d'énergie, sur tout ça. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que eux, ils sont à la recherche, ils prospectent énormément en fait. Ils passent énormément de temps à la prospection pour trouver ces artisans, pour leur vendre un peu la prestation qui sont payés par des collectivités. Et je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'y ait pas une fusion entre les différents réseaux, un peu de... Parce qu'il y a déjà des choses en fait qui sont en place. Bien sûr. Et je trouve ça dommage que le réseau Initiative, par exemple, ne soit pas forcément au courant, ou ne fasse pas un peu de publicité, où on essaye d'inventer des choses alors qu'il y a déjà des moyens qui sont là. Et voilà, c'était juste une remarque. Merci. À ce niveau-là. Oui, je suis navrée parce qu'on me fait signe qu'il faut absolument couper. Juste, c'est pour ça que c'est essentiel, je reviens juste sur ça, c'est essentiel de passer par l'étape cartographie de l'offre de service et ensuite promouvoir cette offre de service proposée par l'ensemble des opérateurs. Là, on va de l'ADEME à la RACT, aux chambres consulaires, aux pépinières, aux incubateurs, et ensuite promouvoir pour que, tout comme il y avait l'inextricable question pour le créateur du paysage de l'offre de service pour être accueilli et valider son projet, de la même façon, il faut qu'on fasse tous cette cartographie de l'offre de service. Merci. Voilà. Un dernier mot pour Stéphane et on vous laisse partir. Oui, alors je vais être relativement bref, mais je vais vous rendre la main d'une certaine manière. J'ai beaucoup entendu parler d'outils, d'indicateurs, et effectivement, avoir de l'impact, il faut être capable de le communiquer. Et cette communication, aujourd'hui, sur ce que j'entends, elle est un peu éparse, et elle est dissonante d'une certaine manière. Et c'est là où je vous renvoie la balle, c'est que vous, en tant qu'accompagnateur, et aussi en tant que puissance publique, vous avez des outils. Est-ce qu'on peut imaginer du sens et du dialogue, du descendant et du remontant pour que cet outil progresse, pour que cet outil vive et pour que cet outil serve effectivement à soutenir et à être alors je ne veux pas parler de référentiel parce que c'est des gros mots, mais en tout cas serve à faciliter cette communication, serve à faciliter la fameuse propagation des idées pour, je l'espère, obtenir un effet boule de neige. Enfin, vu le réchauffement climatique, boule de neige. Et tout ça dès lundi matin, comme dirait Stéphane. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Je vous invite à poursuivre, évidemment, si vous voulez leur poser des questions. Et bonne fin de journée.